Bonjour à tous, comment tout le monde va? Moi ça va pas pire. Est-ce qu'on est nombreux aujourd'hui? Pas encore. On est à peu près la moitié. Mais c'est bien correct. Ok. Aujourd'hui, ça va ressembler pas mal au dernier cours, c'est-à-dire qu'on va faire quelques exercices ensemble. Les exercices, si vous avez eu le temps de les regarder, là, je les ai postés il n'y a pas longtemps, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà cloné leur repo. Vous avez probablement remarqué qu'ils sont un petit peu plus compliqués que ceux qu'on a fait jusqu'à présent. C'est parfaitement normal. J'ai fait un peu exprès. Fait que c'est pour la majorité des exercices que vous n'êtes pas capable de faire en 10 minutes. Là, je sais que moi-même, c'est le genre de truc qui me prend au moins 10 minutes à faire. Fait que c'est normal que ça prenne du temps. C'est plus genre calibre de TD, là, le genre d'exercice sur lequel vous essayez de vous pencher pendant comme une demi-heure, une heure pour essayer de le résoudre puis régler des bugs. Mais j'ai décidé ensemble faire des exercices un peu plus compliqués juste pour que vous ayez plus de matériel avec lequel travailler, avec lequel étudier. Parce que je sais que jusqu'à présent, les exercices qu'on a faits, c'était, disons, calibre quiz, mettons. C'était des trucs qui se résoudent en 5-10 minutes, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Puis ça va être comme ça pour le reste de la session. Là, éventuellement, quand on va avoir appris le Python un peu plus en profondeur, on va être capable de plus avoir comme ça là, des exercices en vrac, là, où j'ai genre 3 exercices qui n'ont pas rapport ensemble, qui sont tous bien contenus. On va essayer de plutôt faire des projets où on va écrire du code, puis on va peut-être écrire une centaine de lignes de code, ou on va faire un projet qui dure 1 heure ensemble, juste pour intégrer plus de choses et rendre ça plus intéressant. Ouais, j'ai un petit, en passant pour ceux qui ont remarqué, j'ai un petit upgrade aujourd'hui. J'ai finalement réussi à me débarrasser de mon pop filter ghetto en guenille. Je me suis acheté un windscreen. Je me suis aussi acheté un bon pop filter, mais malheureusement, il est tellement gros que ça cache la moitié de ma face. Puis, à un moment donné, je parle à du monde, là. Donc, je veux que je sois capable de vous parler. Mais c'est correct, il fait la job. OK. Pour commencer, la salle de bain. Non, la salle de bain, croyez-le ou non, est toujours pas terminée. Ça fait 1 semaine et demie que ça dure. C'est supposé être une job de 3 jours, mais apparemment que ça dure 1 semaine et demie, puis que ça va durer encore 2 autres jours. Yeah. C'est la vie dans la Côte-des-Neiges, là. Je sais pas quoi vous dire, là. Donc, on va commencer ça. Fait que, on va lire l'énoncé rapidement ensemble, puis on va voir comment on va essayer de régler ça. Fait qu'on va commencer par faire notre affinement qu'on avait fait, là. T'sais, on fait pas du pseudo-code, mais juste comme des sections du texte qu'on va ensuite développer en code. Puis ensuite, ben, je vais vous laisser comme 5-10 minutes pour essayer de faire quelque chose de votre côté, puis on va le faire ensemble. Donc, soit un client puis une liste d'achat. Donc, un client qui est juste un nom et une liste d'achat qui est juste comme un item représenté par un tuple qui est le nom de l'item, la quantité de l'item et son prix unitaire, et ça dans une liste. Le lien GitHub, il est sur Teams, comme d'habitude. Donc, là, ici. Bon, c'est bon, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à le répéter dans le chat. Et voilà, OK.
Ouais, c'est normal que ce soit long créer les repos. Ça a l'air d'être un problème qui est assez connu. Je sais pas trop quoi faire avec ça, là. Je, je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être voir si on essaye d'utiliser des repos vides, est-ce que ça prend moins de temps? Parce que ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement l'exercice, quand je le crée dans un repo vide ou avec quelques fichiers de base, avec peut-être juste les workflows. Puis ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini de l'écrire, donc je ferai ça plusieurs jours d'avance, puis quand j'ai fini de l'écrire, je fais juste l'action qui update tous vos repos à distance d'un coup. On essaye de trouver des workarounds. Là, comme on l'a fait pour le projet 1, vous savez, on vous a dit, si vraiment vous n'êtes pas capable de le faire, faites juste cloner le template dans votre compte personnel, puis ensuite, on va s'arranger pour tout mettre ça ensemble pour la correction. Honnêtement, j'ai pas de solution. C'est un problème qui est connu. Mais bref, au moins, vous êtes capable de suivre avec moi sur l'écran. OK. Donc, comme je disais, on a un nom de client, on a une liste d'achats. Puis ce qu'on veut, c'est afficher le nom du client, le sous-total, donc la somme des items qu'il y a ici, le montant des taxes, qui est dans ce cas-ci 15%, puis ensuite le total, donc le sous-total plus les taxes. Donc ici, j'ai déjà mis les index dans le tuple, donc ça c'est dans le code qui vous est fourni. J'ai déjà mis les index du tuple qui représentent chacun des éléments. Bon, vous étiez capable de le deviner, là, mais la chaise, ici j'ai mis chaise, ça c'est le nom de l'item en premier, la quantité et le prix unitaire. Puis moi, ce que je veux avoir comme affichage, puis ce qui est particulier, c'est que je dis le prix ici, donc le montant d'argent qu'il y a là, doit être aligné sur 10 colonnes. Donc j'aurais, mettons, sous-total, un espace, puis ensuite le prix au complet comme ça, affiché sur 10 colonnes. Même affaire pour celui-là, même affaire pour celui-là. Ensuite, un espace puis un signe de pièce. Donc, ce que je veux dire, aligné sur 10 colonnes, c'est que, voyez-vous, ici, là, si je prends, mettons, tout ça, là, ça fait 10 caractères. Donc, mon prix, il peut être affiché sur au plus 10 caractères. Toujours. Fait qu'ici, on peut voir qu'ils sont alignés à droite, bien sûr. Donc, c'est pour ça que celui-là a 4 chiffres avant le point décimal. Celui-là en a 3. Ben, ils sont alignés à droite, donc les décimales sont alignées. Parce que c'est quand même plus nice d'aligner le point décimal que d'aligner les autres choses. Donc, ça doit être aligné à droite sur 10 colonnes. Puis, même affaire pour le reste. Donc, ce que ça fait, c'est que si j'avais un montant qui avait 3 chiffres de plus, il commencerait ici, puis il irait encore là jusque là. Fait que c'est ça que ça veut dire. Bon. Je ne sais pas d'avance combien il y a d'éléments dans ma liste. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai une liste. Je sais que data, c'est une liste dont chacun des éléments est un tuple représentant un item, dont les index concernant les propriétés sont là-dedans. Ceux qui ont déjà fait du Python, vous avez compris que c'est peut-être pas super le fun d'utiliser un tuple avec des index. Peut-être que ça aurait été mieux d'avoir un objet avec des trucs nommés, mais on va faire ça plus tard dans la session. Quand on va faire. Plus tard dans la session, en fait, c'est bientôt. Là, je pense que c'est la semaine prochaine, quand on fait les structures de données. On va voir les objets, puis on va essayer de rajouter des propriétés. Mais pour l'instant, on va faire ça avec ce qu'on connaît, des listes et des tuples. C'est sûr que si j'ai une liste, je vais devoir passer à travers ma liste. Puis je dois passer à travers ma liste pour être capable de faire quoi? Pour être capable d'obtenir mon sous-total. Donc faire la somme de tous les items, donc le nombre d'items fois le prix unitaire. Fait que ici, je vais nécessairement avoir calculé le sous-total. Donc somme des items. Une fois que j'ai mon sous-total, je vais devoir calculer les taxes. Ça va pas être bien compliqué.
Et ensuite, calculer taxes et total, mettons. Et ensuite, retourner la facture formatée. Puis retourner la facture formatée, ça implique de retourner ici le sous-total, les taxes, le total. Donc, fait que je vous laisse penser à ça un petit peu. Il n'y aura pas de musique d'attente aujourd'hui parce que il faudrait que j'en fasse ou il faudrait que je demande à quelqu'un de m'en donner. Parce que quand j'ai uploadé l'enregistrement du cours sur YouTube, je me suis fait copyright claim à cause de l'enregistrement de l'histoire du soldat avec Pierre Boulez. Donc, il va falloir que j'écrive de la musique moi-même ou que j'en improvise ou que je demande à quelqu'un de m'en donner. Mais c'est correct, je connais assez de monde qui peuvent me donner de la musique. Ah, mais je ne veux pas prendre des trucs qui sont copyright free sur Internet. Là. Tant qu'à vous faire jouer de la musique, je vais essayer de vous faire jouer de la musique de gens que je connais personnellement. Tu sais, il faut montrer le talent d'ici. Voyons. OK. Donc, ça, cet exercice-là, il n'est pas compliqué. Là. Vous auriez été capable de faire ça la semaine dernière. C'est juste de comprendre comment faire la boucle. Dans le fond, les boucles ici que vous avez à faire ne vont pas être très compliquées. Ça va être au cours suivant qu'on va commencer à faire des boucles et des ifs un peu plus compliqués. Mais là, ça va être... C'est des trucs que vous savez faire. Donc, calculer le sous-total. C'est sûr que je dois passer à travers ma liste. Donc, je ferai, mettons, pour item in data, mettons. Puis mon sous-total, ben, il devrait être ici. Fait que je devrais commencer une somme à 0 parce que clairement que je fais une somme. Là, je ferai somme plus égale. Moi, ce que je veux, c'est le nombre d'items fois son prix unitaire. Alors, je sais que le nombre d'items, c'est le deuxième index, ou en tout cas l'index quantity ici. Donc, je les ai mis dans des constantes pour pas que ça ait l'air de sortir de nulle part. Donc, item. La quantité fois le prix unitaire. Donc, ça, c'est mon coût pour l'item. Puis c'est pas mal ça. Ensuite, calculer les taxes et le total. Fait que ça, c'était pas hyper compliqué. Là. Calculer les taxes et le total. Ben, les taxes, on sait que c'est 15% selon l'énoncé. Mais encore là, pour ne pas avoir des nombres magiques qui sortent de nulle part, on va se mettre ça ici dans une constante. Donc, on a dit 15%, donc 0,15. C'est égal tax rate fois la somme. Puis le grand total, c'est la somme plus les taxes. So far, so good. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, pour faire le formatage. Il y aurait plusieurs façons de faire. On va essayer d'utiliser ce que Python nous fournit pour faire quelque chose qui a de l'allure. Donc, on se rappelle des f-strings ou des strings formatés. Fait que mettons que je veux commencer par afficher le nom. Ben, ça, c'est simple. Fait que mettons que je me fais une string ici, result, qui va être égale au nom. Comme ça. Ici.
Et ensuite, l'autre ligne que je veux faire, c'est la ligne du sous-total. Donc, comment je vais afficher la ligne du sous-total? Donc ici, mettons, ce serait plus égal. Puis là, il va falloir que je me rajoute une fin de ligne. Parce qu'on voit qu'ici, il faut que je change de ligne à chaque fois. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut que j'ajoute le caractère retour de ligne, qui est \n, dans à peu près tous les langages, en fait, qui utilise le / comme caractère d'échappement. C'est pour ça que ici, dans les conseils et ressources, j'ai mis table des caractères d'échappement. Ici, ça, c'est les caractères d'échappement. Donc, on peut voir que \n, c'est line feed, et line feed, généralement, ça représente retour de ligne. OK. Ensuite, la string elle-même. Donc, moi, ce que je veux, c'est sous-total, écrit comme ça avec un espace par la suite, parce que si on compte les choses, on se rend compte qu'il y a un espace ici qui ne fait pas partie du nombre. Donc, je vais l'écrire comme je l'ai écrit dans l'énoncé. Donc, sous-total espace. Puis ensuite, là-dedans, puis ici, je vais me mettre une string formatée avec un F comme ça. C'est dans ces accolades-là que je veux faire mon affichage formaté, mon formatage, et donc toutes les opérations de formatage. Moi-même, je ne les connais pas par cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'étais capable de faire juste de même en sortant de ma tête. Ce que je fais d'habitude, c'est que je regarde ici, c'est quoi la spécification de l'espèce de sous-langage de formatage de Python. Fait, comment on fait pour décoder cette grosse affaire-là dans notre tête? Ben, en gros, ce que ça dit, c'est que quand on a des trucs entre crochets, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut écrire. Puis là, ce qu'on peut écrire, c'est le caractère de remplissage, l'alignement. Puis là, ici, on nous dit le caractère de remplissage, ça peut être n'importe quoi. L'alignement, ça peut être ces trucs-là. Puis qu'est-ce que ça représente? Ben, si je mets le chevron vers la gauche, ça aligne à gauche. Si je mets l'autre, ça aligne à droite. Ça, c'est spécifiquement pour les nombres, parce que ça met un signe, puis ça met des caractères avant que le nombre commence. Puis enfin, celui-là, qui n'est pas là dans tous les langages, mais que Python en a un, c'est pour centrer ce qu'on va afficher dans un certain nombre de caractères. Donc ça peut être pratique. Pas pour celui-là, mais on va voir que dans un autre exercice, ça va l'être. Donc moi, ce que je veux, c'est aligner à droite sur 10 caractères, 2 décimales. OK. Puis moi, ce que je veux, c'est l'aligner avec des espaces. Fait que mon fill, ça va être un espace. Puis c'est quoi la syntaxe? On se rappelle que c'est, si on utilise F comme ça, on n'utilise pas le point format. On peut mettre ici le nom d'une variable ou d'une expression. Donc ici, je vais commencer par mon sous-total, qui est la variable somme. Ensuite, je mets 2 points. Puis là, je mets mon petit truc de formatage. Donc j'ai dit un espace aligné à droite. Donc, comme ça. Là, l'espace que j'ai mis ici, il fait partie de la string. C'est le caractère d'espace que je dis d'utiliser comme caractère de remplissage. OK. Ensuite, le signe, je ne m'en occupe pas. Le dièse, le 0, ça, c'est pour les nombres quand on veut les afficher de façon alternative. Donc, par exemple, si on veut mettre le 0x ou le 0b devant les trucs hexadécimales binaires, c'est clairement pas notre cas. J'ai pas envie d'utiliser quelque chose qui les regroupe, donc de mettre une virgule pour séparer les milliers. Je ne vais pas m'occuper de ça. Par contre, je sais que j'ai besoin de 2 décimales. Donc, point precision, je sais que je veux 2 décimales. Donc, je vais mettre point 2. Ah, pardon, ici, j'ai oublié étape importante. Le width, ça, c'est le nombre de caractères que mon affaire doit prendre. Puis moi, je sais que c'est 10. 10 au total, donc incluant le point décimal, incluant les décimales toutes. Donc ici, ça va être 10.2. Et enfin, le type, donc le type de données, ça, si on va voir un petit peu plus loin. Nous autres, clairement, ce qu'on veut, c'est une notation à point fixe, donc un réel finalement.
Fait que je vais mettre F comme ça. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que dans ma string, cette expression-là, entre accolades, va se faire remplacer par le résultat formaté. Fait qu'on va voir, si, on va même pas rouler les tests, là, on va juste vérifier si ça a de l'allure jusqu'à présent. Parce que ici, j'en ai mis un. On va voir si j'ai pas fait des niaiseries. J'ai oublié de faire un return, ça aiderait. Donc, return result. Puis là, est-ce que j'en ai 10? Fait que ici, je ne le compte pas parce que j'ai rajouté un espace à main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Qu'est-ce qui me manque pour cette ligne-là? Il me manque l'espace et le signe de dollar. Fait que ça, c'est pas bien compliqué. Encore là, dans ma même string, je rajoute un espace, un signe de dollar. Et dans le fond, je peux faire la même chose pour les taxes et le total. Donc, ce serait, mettons, taxes. Puis là, plutôt que d'essayer d'aligner taxes et sous-total, j'aurais pu les mettre eux-mêmes dans des strings formatés, mais j'ai décidé d'être paresseux, puis je vais juste les aligner à la main comme ça, parce que je sais que c'est des constantes, puis je les écris d'avance. Fait que je me suis dit, je peux les aligner à la main comme ça. Là, ici, au lieu d'être somme, ça va être la variable taxe. Puis ici, ça va être la variable total. Donc, je rappelle ici que l'espace qu'il y a là, il n'est pas là pour rien. Il représente le caractère de remplissage. Fait que mettons que je mettais 0 à la place. On va commencer par voir qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne le bon résultat. On s'y attend. Mettons qu'au lieu de mettre un espace, je mets un 0 ici. Ou je mets un point. Tiens, je vais mettre un point. Qu'est-ce que ça fait? Ça va remplir l'espace vide avec le caractère que je lui spécifie. Donc, si j'ai mis un point, il met des points à la place. Fait que si j'avais voulu, mettons, faire une facture avec des points qui alignent jusqu'au nombre, j'aurais pu enlever l'espace ici ou remplacer l'espace ici par un point, mettre un point à la place, puis là, on voit que ça ferait quelque chose de même. Puis ensuite, je pourrais faire la même chose pour les deux autres. Mais dans la spécification, ici, j'ai dit d'utiliser des espaces. Puis c'est pas mal ça. Donc ça, c'était pas mal l'exercice. J'ai une petite répétition de code ici, qui est dans le fond la répétition que j'ai faite comme ça, avec mon truc de formatage que j'aurais copié-collé. Si j'avais voulu être un petit peu plus intelligent, j'aurais pu mettre somme taxe totale ensemble dans un tuple, étant donné qu'ils ont le même format d'affichage. J'aurais pu les mettre ensemble dans un tuple, puis passer au travers et appliquer ce truc-là à chaque fois. Et aussi mettre ces trois trucs-là dans un tuple. Mais mettons que je le fais. Mettons que je le fais pour le fun. Mettons titles dans un tuple ou dans une liste, là, peu importe. Donc ici, ça aurait l'air de quelque chose de même. Bon, c'est sûr que moi, je suis relativement efficace dans mon éditeur parce que je suis habitué de m'en servir. Donc, je suis capable de... Je connais par cœur les shortcuts pour être capable de faire des trucs de même. Il faut apprendre à se servir de son éditeur. Ça permet d'être plus productif. Donc, ça, ce serait les titres. Et ensuite, ce serait les données. Ça serait, mettons, somme, taxe, total. J'aurais pu mettre soit ça dans une constante ou je vais m'en servir directement dans ma boucle. Je vais le faire directement dans ma boucle. Donc ici, au lieu de ça, for i in range 3, mettons. Ou même, ce que j'aurais pu mettre ici, c'est tout simplement faire un tuple. Plutôt que d'avoir deux listes, je ferais que chaque liste est un tuple de la string du titre et du
nombre à afficher. Comme ça. De même. Pour D in build data, mettons. Puis là, je fais exactement la même chose que j'ai faite ici. Mais là, au lieu de mettre sous-total comme ça, je vais mettre directement. Puis là, ici, je pourrais enlever l'espace, ce serait peut-être un peu plus clean. Ça, ici, ça peut prendre le bord. Puis ici, je mettrais, mettons. Puis là, on se rappelle que dans les accolades que je mets là, je peux mettre n'importe quelle expression. Donc, moi, ce que je veux, c'est D crochet 0, donc accéder au premier élément de D, qui est le titre. Un espace suivi de D crochet 1, qui représente le nombre que par la suite. On voit si ça fait quelque chose qui a de l'allure. Ça fait quelque chose qui a de l'allure. Fait que ça, ce serait peut-être la façon un peu plus clean. Ça prend techniquement plus de lignes, genre j'ai écrit plus de code pour le faire, mais ça fait que j'ai pas eu besoin de répéter cette chose-là. Et en fait, j'ai pas eu besoin de répéter tout ça ici. Fait que c'est un petit peu plus clean. Fait que mettons que ça, ce serait la bonne façon de faire. Puis ici, on va appeler ça, mettons, approche avec répétition de code. Fait qu'on essaye de toujours penser à ce genre de choses-là, d'optimiser, non pas la performance du code, ça, vous allez faire ça plus tard, là, vous ne devez pas trop vous inquiéter avec ça pour l'instant, mais d'optimiser la façon que votre code est écrit, donc la lisibilité, puis, mettons, la structure algorithmique. C'est pas mal ça qui est important pour l'instant. Pourquoi on utilise D? D pour data. Habituellement, ça, c'est un autre truc de lisibilité. Quand on utilise une variable pas longtemps, on peut lui donner un nom moins significatif. Donc, voyez-vous ici, ces constantes-là sont comme importantes, puis je m'en sers dans le code. Puis comme ils continuent d'exister durant tout le long de la fonction, même si je ne m'en sers plus, elles sont encore là. Donc, je leur donne des noms significatifs. Si j'ai dit c'est l'index du nom, l'index de la quantité, il n'y a aucune équivoque par rapport à ce qu'elle veut dire. Puis ici, ce que je fais, c'est que je dis, étant donné que je suis dans une boucle, moi je dis, pour chaque élément dans cette chose-là, ben, le nom de l'élément ici, je ne me donne pas trop la peine. Souvent, ce qu'on fait, c'est juste un acronyme de l'affaire qui est à côté. Un peu comme quand on fait une itération sur des int, on fait IJ et K. Ben là, je fais, mettons, BD pour build data, c'est pas super important. Oui, un truc vraiment générique, c'est juste de l'appeler element, c'est LM. Ça, c'est un autre truc. Mais mettons ici, on va l'appeler BD. Selon le contexte, c'est clair ce que ça veut dire parce que je suis juste à l'intérieur d'une petite boucle, puis je sais que c'est relié à cette chose-là. Mais pourquoi il passe automatiquement sur taxe et total? Donc, mettons que je l'exécute. Ce que je lui dis, c'est passe à travers cette liste-là. Puis cette liste-là, je dois faire, tu sais, pour afficher les 3 lignes, je dois faire la même opération. J'affiche le titre de la ligne, puis ensuite, j'affiche le nombre. Le nombre est toujours affiché de la même façon. Fait que moi, ce que je dis, ben, j'ai une liste de toutes les lignes que je dois afficher, puis leur propriété, c'est le titre et le nombre à afficher. Fait qu'ici, ben, j'ai mis le titre dans une string. Fait qu'ici, ben, il affiche le titre. Tu sais, le titre, c'est l'élément index 0, parce que c'est le premier élément du tuple dans la liste. Puis BD, ben, c'est chaque élément de la liste. Puis le deuxième élément de la liste, BD1, ben, ça représente le nombre. Puis ensuite, j'ai mon opération de formatage. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je ne sais pas si c'était minimalement clair ce que j'ai fait.
OK. Fait qu'on va passer au prochain qui est un petit peu plus corsé, mais que vous êtes encore capable de faire correct. Nombre formaté. On vous passe un nombre en paramètres, avec un nombre de virgule, un nombre de chiffres décimaux, donc decimal digits. Puis ce qu'on veut, c'est afficher ce nombre-là avec un point décimal, si c'est un nombre réel, avec un point décimal, un certain nombre de chiffres après la virgule. Et pour les chiffres avant la virgule, avant le point décimal, on sépare tous les groupes de 3 chiffres, autrement dit les milliers, par des espaces. Donc c'est pour ça que dans l'exemple ici, si j'affiche cette chose-là, qui est 1 400 000 quelque chose, 800 quelque chose, point 8946, avec 3 chiffres décimaux, c'est sûr que le 8946 devient 895. J'ai mon point décimal. Puis ensuite, j'ai mes unités, donc le 846. J'ai mes milliers, le 456. Et j'ai mes millions, le 1. Et ainsi de suite. Pour un nombre de n'importe quelle taille. Donc, est plus là la difficulté. Si je vous demandais de juste le faire pour des nombres allant de 0 à 999 000, ce serait relativement facile. Vous avez juste besoin de faire une petite opération pour séparer les milliers des unités, puis ensuite afficher les décimales. Mais là, je vous dis pour n'importe quel nombre. C'est pour ça que je vous dis que ça commence à être un petit peu plus corsé. Donc, on va essayer de penser à ça. J'ai deux composantes principales à mon nombre affiché. J'ai des décimales, incluant ou non le point. Donc, on va prétendre que le point est dur à afficher, mais ça fait partie. Donc, je dois afficher la partie décimale. Donc, ça va me donner point un certain nombre de chiffres. Puis, je dois afficher la partie entière qui est affichée avec... qui est formatée, en fait, avec des espaces pour séparer les groupes de 3 chiffres. On ne peut pas utiliser le formatage qu'on vient de voir. Vous pouvez utiliser du formatage comme ça, mais pas vraiment. Vous n'en avez pas tant de besoin. Mettons, pour afficher la partie entière, il y aurait moyen de faire cet exercice-là en une ligne, en passant. Puis en fait, je peux même vous le montrer. Il n'y a pas de cachette. Là, c'est dans les tests. Pour vérifier si votre code est bon, je fais l'exercice sur une petite ligne. Ça, c'est ma réponse. Ça, c'est comme ma bonne réponse qui ne respecte pas l'énoncé parce que je la fais dans les tests. C'est-à-dire, en Python, tu peux dire en formatant une string de séparer les milliers avec un caractère. Puis le seul caractère qui te permette, c'est le underscore et la virgule. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je dis, moi, je voulais sur 3 chiffres décimaux. Fait que je dis, OK, sépare-moi les milliers avec un underscore, mets-moi 3 chiffres décimaux, affiche-moi ça comme un nombre réel. Puis ensuite, moi, je lui dis, remplace-moi le underscore par un espace. Fait que ça me donne la même chose que ce que je demande. Par défaut, il est capable de m'afficher cette affaire-là, mais avec des underscores. Puis moi, après ça, je dis, remplace les underscores par des espaces. Fait que c'est facile, ça se fait en une ligne. Mais moi, ce que je vous dis, c'est essayer de trouver un algorithme qui le ferait au complet. Donc, nécessairement avec une boucle. Vous n'avez pas le choix d'utiliser une boucle. Ou d'utiliser une structure de répétition quelconque. Là. S'il y en a qui veulent vraiment faire ça de façon récursive, allez-y fort, là, mais c'est vraiment pas nécessaire. OK. Fait que les étapes, comme j'ai dit, on a 2 parties principales à afficher, la partie décimale, la partie entière. Fait qu'on va faire ça. On va se dire, OK, première étape, ce serait séparer les parties entières et décimales. Puis ensuite, dans un ordre ou un autre, on remarque que afficher la partie entière puis afficher la partie décimale. Aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on assume que le nombre de chiffres décimaux est supérieur ou égal à 1. Là. On assume qu'on n'affiche pas les entiers. Fait qu'il y aura toujours un point décimal, puis il y aura toujours au moins un chiffre. J'aurais peut-être dû spécifier. Là. Ça complique un peu l'algorithme si on le fait autrement. Donc, on pourrait afficher la partie, pas afficher, mais on pourrait formater la partie entière en premier et ensuite lui concaténer le formatage de la partie décimale.
Ou on pourrait commencer par formater la partie décimale et lui... j'ai un petit gel de cerveau, là. Ce serait quoi prepend en français? En tout cas, concaténer par en avant la partie entière. Dans un ordre ou un autre, on s'en fout un peu parce que les deux parties sont assez indépendantes. Pour la majorité des algorithmes que vous allez développer en ce moment. Fait que, mettons, on pourrait dire, une fois qu'on les a séparés, on pourrait soit afficher, ou plutôt, formater la partie décimale, et ensuite formater la partie entière. Puis ensuite, ben, concaténer les deux, là, si on ne les a pas mis déjà dans la même variable. Donc, ça a l'air de quelque chose de même. Je vous laisse y penser un peu. Encore là, comme je dis, je vous laisse y penser parce que c'est clair que vous n'avez pas le temps de résoudre ça en 5 minutes. Moi-même, ça me prend comme 5-10 minutes à résoudre un problème comme ça. C'est juste pour passer à travers des trucs un peu plus difficiles ensemble. Pour pas que vous soyez trop traumatisé, soit à l'examen ou dans votre TP. Parce que généralement, dans un cours comme ça, les choses les plus difficiles qu'on vous demande, les choses les plus compliquées, ça va être les TP. Les examens sont difficiles à cause de la limite de temps. Mais les TP sont difficiles à cause que ce qu'on vous demande est compliqué. Puis généralement, les quiz sont à la fois courts et faciles. Puis en fait, dans ce cas-ci, ils sont même pas courts parce qu'on vous donne plusieurs jours pour le faire. Fait que le quiz est juste... Tu sais, Benjamin a écrit aujourd'hui, je crois, que les notes des quiz étaient sorties, puis c'est une moyenne de comme 95 cucs, là. C'est des points de participation, on s'entend. Oui, je peux remonter pour voir le premier numéro. Ah, ok, peut-être que vous n'êtes pas capable d'avoir votre note. On va voir, là. Donc, je vais commencer par dire comment moi je ferais pour séparer les parties entières et décimales. Encore là, les réponses que moi je donne, c'est jamais la vérité absolue. Il y a toujours plusieurs façons de résoudre un problème. Mais c'est les choses qui me viennent à l'esprit relativement rapidement. Donc, mettons la partie décimale. La partie décimale, c'est... On pourrait voir ça comme le reste de la division par 1. Donc, la division entière par 1, mettons qu'on prétend qu'elle peut avoir un reste qui est réel. 12 divisé par 1, ça donne 12. Donc, reste 0. Mais mettons 12,5 divisé par 1, on va s'imaginer que ça donne reste 0,5. Parce que concrètement, le modulo réel, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Fait que ce que je peux dire, c'est que ma partie décimale, en fait, c'est mon nombre au complet. En fait, la valeur absolue de mon nombre au complet, parce que le modulo avec les négatifs, ça fonctionne peut-être pas comme vous le pensez. Modulo 1. Donc ça va me donner juste ma partie décimale sous forme de nombre. Puis ensuite, ma partie entière, c'est tout simplement la conversion de cette chose-là. Encore là, je vais travailler en valeur absolue parce que ça simplifie un peu les affichages de juste tout travailler avec la valeur absolue, puis ensuite d'ajouter un moins devant si c'est positif ou négatif, parce qu'on rappelle que le nombre pourrait être négatif. Donc, quand je convertis un réel en entier, ce que ça fait, c'est que ça prend sa partie entière. Donc, la partie entière inférieure. Ou en fait, la partie entière plus proche de 0. Fait qu'ici, je prends encore là la valeur absolue. Donc, si j'avais moins 12,5, moins 12,5, valeur absolue, ça fait 12,5. Et je prends sa partie entière, ça fait 12. Donc, la partie entière, c'est comme ça que je la fais. OK. Mettons, formater la partie décimale. Formater la partie décimale, c'est plus facile que formater la partie entière. Là, ici, il y aurait deux méthodes. Puis, mettons, dans l'énoncé, c'est pas clair à quel point je vous empêche d'utiliser des affaires, des strings. Je vous ai dit de ne pas utiliser des fonctions avancées, mais mettons, on en fait une version facile avec des strings formatés, des fonctions avancées. Donc, la string décimale, ce serait tout simplement, j'affiche, donc dans une string formatée, ma partie décimale. Je veux juste, on se rappelle ici, si on le regarde, parce qu'il faut toujours aller les regarder. Ici, je peux lui dire d'afficher un certain nombre de décimales. Donc, le point precision, c'est le nombre de décimales. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est lui afficher ce nombre-là de décimales. Donc, je peux, dans une string formatée, ajouter des sous-expressions. Donc ici, mon point, je mettrais num decimal digits. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller remplacer ça par la valeur de ça. F, pour l'afficher comme un réel. Fait que ça va m'afficher, mettons, 0 point, un certain nombre de chiffres significatifs. Toujours 0 point, parce que ma partie décimale, je l'ai déjà séparée de la partie entière. Fait que mettons que je veux avoir ma partie décimale qui est juste point mes décimales. Je veux enlever le 0. Ben, comment j'enlève le 0? Ben, je fais tout simplement, prends ce résultat-là du deuxième caractère jusqu'à la fin. Donc, 1, 2 points comme ça, comme on avait vu l'autre fois, si on veut sélectionner un range dans une string ou dans n'importe quelle séquence en Python. Donc ça, ce serait la façon, mettons, facile, qui peut-être triche un peu selon l'énoncé. Moi, dans le fond, mettons, je veux le faire à la main sans utiliser des trucs funky comme ça, autre que juste convertir un nombre à une string. Si j'ai 0.12345 et que je veux l'afficher sur 4 chiffres significatifs. Donc, moi, ce que je veux comme string, ça va être comme chiffre décimal, pas significatif. Ça va être 0.1235, hein, parce que je dois arrondir mon 5 ici. Ça, ce que je veux, je veux que ça me donne quelque chose comme 1, 2, 3, 5. On pourrait utiliser le split aussi, ça revient au même. C'est tout à fait valide. Voyez-vous ce que je dis? Ce que je dis, ce n'est pas nécessairement la vérité absolue. Sauf qu'un split, ça demande un petit peu plus de travail que juste une sous-string, une sous-sélection comme ça. Ça, c'est juste une copie, tandis qu'un split, c'est une recherche puis une copie. Ah, ok, je pense que tu veux dire pour juste afficher directement la partie décimale, on peut juste afficher le nombre au complet et le splitter au point. Si tu fais ça, tu triches un petit peu en utilisant le formatage ici du nombre de points qui va faire l'arrondi pour toi.
Moi, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de l'arrondir moi-même. Donc, une façon de faire serait de dire, OK, moi, j'ai besoin de 4 chiffres. 4 chiffres, ce que je pourrais travailler avec, ce serait, mettons, 1, 2, 3, 4.5. J'arrondis tout ça. Comment j'ai passé de ça à ça? C'est fois 10 à la 3. Donc, fois 10, 100 et 1000. Ou plutôt, attends, 10 à la 1. Ouais. Fait qu'ici, une fois que j'ai ça, si je l'arrondis, ça va me donner 1, 2, 3, 5. Si je convertis ça en string, ça me donne 1, 2, 3, 5. Puis si je fais le point décimal à la main comme ça, plus 1, 2, 3, 5, ça me donne point 2, 3, 5. Donc 10 à 4. Fait que je vais faire ces étapes-là. Fait que je vais commencer par prendre ma partie décimale. Je vais dire ma partie décimale est égale à, mettons, la partie décimale, ou fois égale 10 à la... Moi ici, j'avais dit 4, mais ici, mon 4, en réalité, c'est le nombre de chiffres que je veux. Hein, je veux 4 chiffres, donc je fais fois 10 à la 4. Donc, si 10 à la 4, en fait, c'est number decimal digits. C'est quand on tasse un nombre en base 10, on fait juste fois une puissance de 10. OK, fait que là, ma partie décimale, mettons que j'utilise encore mon exemple, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5.5. Mettons, j'arrondis ça. Fait que là, ici, ce que je vais faire, je vais mettre directement ici, fois ça. Mettons que je l'arrondis, donc j'utilise round. Puis encore là, c'est pas... Ben, oui, je sais par cœur c'est quoi round, parce que round existe dans tous les langages, là, mais c'est le genre de choses que, petite recherche Google, Bing, DuckDuckGo, etc., comment arrondir un nombre en Python, puis ça va vous le dire. Là. C'est pas le genre de choses que vous devez toujours savoir par cœur. Là. C'est beaucoup d'utilisation de moteurs de recherche à apprendre à programmer. C'est bien normal. On a la technologie à notre disposition, on va pas se compliquer la vie. OK, fait que là, je suis rendu avec 1, 2, 3, 5. Je veux convertir ça en string. Donc, je pourrais tout simplement faire str comme ça, sans faire quelque chose de fancy. Et je veux ajouter un point devant. Comme ça. Non, int ne va pas fonctionner parce que int ne va pas arrondir, il va prendre la partie entière. 0.12345, je veux afficher ça comme .1235 parce que le 4, je veux l'arrondir à cause du 5 qui est après. Donc ici, quand je suis rendu à cette étape-là, je veux l'arrondir et non pas juste éliminer la partie décimale qui me reste. Fait que je veux bel et bien faire un round. Mais oui, ici, si je pourrais mettre un int, parce que sinon, ça se pourrait qu'il me mette un point décimal pareil. On va le mettre. Ou sinon, on utilise la fonction built-in qui me semble roundInt, j'ai envie de dire. Il me semble qu'il y en a un qui convertit directement en entier quand il fait l'arrondi, mais on va regarder sur les internets. Python roundInt. Non, il faut que je fasse le int moi-même apparemment. OK. Fait que là, j'ai ma partie décimale. Mettons que je me retourne ça tout de suite. Puis je vois ce que ça donne. Juste me séparer les numéros comme ça. Je clean.
Donc, 0.68, moi, je veux afficher quelque chose 0.678 sur 2 décimales. Donc, je vais afficher bel et bien 0.68. So far, so good. J'ai réussi à résoudre le problème de la partie décimale. Ça va. Fait que, mettons, ça, c'est les deux solutions que je pourrais utiliser. Là, ici, mettons, je vais l'appeler Decimal STR, juste pour ne pas écraser des affaires. Fait que, mettons, on va se garder ça comme bonne méthode à utiliser. Puis ça, ici, on va se dire, mettons, approche plus automatique, mettons. Plus automagique. Putain. So far, so good. Maintenant, la partie entière. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, mais genre, faut y penser. Donc, mettons que j'ai le nombre 1 420 000 à 69. Nice. En passant, en Python, quand vous écrivez vos décimaux, pas vos décimaux, vos littéraux numériques, comme ça, vous pouvez mettre des underscores pour séparer les nombres. Donc ça, c'est l'équivalent pour ceux qui font du C++ de mettre des apostrophes. Et je sais qu'en Java, il y a la même chose. Mais là, ici, je vais l'écrire bête de même, juste pour garder l'exemple. Mais sachez que c'est une chose que vous pouvez faire et même que je vous encourage à faire. Quand j'écris du C++, je mets toujours mes apostrophes pour séparer mes milliers, juste pour rendre ça plus facile à lire. Et quand vous... Là, je passe sur une tangente, mais si vous écrivez en binaire, ce qui pourrait être comme gentil à faire, c'est de séparer... Mettons que j'ai un nombre binaire comme ça. Ce qui pourrait être gentil à faire, c'est de séparer les groupes de 4 bits ou les groupes de 8 bits. Mettons quelque chose de même. Ça rend ça un petit peu plus facile à lire. Bref. Sachez que ça existe. OK, donc je veux avoir ça. Là, je parle juste de la partie entière. On oublie la partie décimale. On l'a déjà fait, on a réglé le problème. Ça, je veux que ça me donne 1, 420, 0, 69. Ce qu'on se dit qu'on pourrait faire, c'est passer à travers ça, à travers mon nombre, puis je dis, ben, je prends le reste de la division par 1000. Mettons que je fais ce nombre-là, modulo 1000. Ça va me donner le reste de la division par 1000. Or, le reste de la division par 1000, c'est quoi dans ce cas-ci? C'est 69. Puis on se dit, ben, j'ai juste à faire ça. Juste à faire le reste, toujours diviser mon nombre par 1000, prendre le reste de la division par 1000, afficher ça, mettre un espace, passer à l'itération suivante jusqu'à temps que j'ai plus rien dans mon nombre. Le problème, c'est que si je fais ça, on voit que si je l'écris de même, ça va m'afficher 69, puis ensuite je vais mettre devant le reste de la division par 1000. Fait que ça serait, mettons, ma première étape. Deuxième étape, je serais rendu avec 142, ben, tu sais, 1420. Modulo 1000, ça me donne 420. Puis ensuite, il me resterait 1. Là, je concaténerais 69, 420 et 1. Sauf que ça me donnerait 1, 420, 69. Il me manque un chiffre ici. Il manque le 0. Donc, il faut qu'à chaque fois que je l'affiche, ou que je le formate sur 3 caractères. OK. So far, so good. C'est pas stupide comme façon de procéder. Mettons qu'on fait ça. Fait que tant que mon nombre... Sauf que... Ah non, c'est pas vrai. Mettons que j'ai ça. Quand je suis rendu à 1, mon 1, ça ici, je veux l'afficher comme 0,69. Celui-là, je veux le formater comme 420. Mais le 1 qu'il y a devant, je veux le formater juste comme un 1. Je ne veux pas le formater comme 001. Parce que je ne veux pas que ce que ça me donne à la fin, c'est la string
001 420 069. Ce que je veux, tu sais, avec les espaces, là, comme ça. Je veux que ça me donne ça. Donc, la dernière partie, le dernier groupe de 3 chiffres, celui qui est du plus haut ordre, on le traite très différemment. Fait qu'étant donné qu'on veut le traiter différemment, ce qu'on veut, c'est que tant que mon nombre, si je le tronque à chaque fois, tant qu'il est plus grand que 1000, faire l'affichage comme ça sur 3 chiffres et le concaténer vers l'avant. Donc, ce serait, mettons, tant que ma partie entière est plus grande ou égale à 1000, j'extrais les 3 premiers chiffres, puis on l'a déjà dit, extraire les 3 premiers chiffres, on ferait ça avec modulo 1000. Donc ici, mettons 3 digits, ce serait ma partie entière. Ah, ça, c'est juste moi. Ça veut rien dire. Là. Ça, c'est juste moi qui écrit en notation mathématique. Là. Ça, c'est juste comme la flèche en notation mathématique. Excusez-moi. C'est pas clair comment j'écris. Ça, c'est pas du code. Là. Ça, c'est moi qui écris. Là. C'est moi qui explique. Donc, la partie entière divisée par 1000. Ma string. Ce serait ma partie entière divisée par 1000, donc mes chiffres que j'ai là, affichés sur 3 chiffres. Fait qu'on ferait, mettons, une string formatée. Puis là, on veut afficher sur 3 nombres, sur 3 chiffres. Ici, avec un caractère de remplissage qui n'est pas un espace, mais qui est un 0. Donc, on veut l'aligner à droite, remplir avec des zéros. OK. Donc, remplir avec des zéros, aligner à droite, remplir 3 colonnes, puis ensuite, je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Je crois que je peux mettre un I. Bon, en général, on met G ou on met rien. Fait qu'on va juste rien mettre. Puis là, ici, je me mets un petit espace devant, mettons. Puis ça, ce serait mes 3 chiffres. Donc ça, ce que ça me donnerait, si on suivait l'exemple, à la première itération, ça me donnerait la string 069 comme ça. Avec un espace devant, pardon. Là, je pourrais me mettre ici une string. Hein? Fait que, mettons, whole part str, qui commencerait à une string vide. Ce que je veux, c'est concaténer vers l'avant. Donc, je concatène ce que je viens de produire avant ma string. Donc, ce serait digits plus whole part str. Puis ensuite, je tronque ma partie entière de 1000. Donc, je fais whole part. Puis là, il faut faire attention, je fais spécifiquement la division entière, donc avec digits str, avec le double slash. Donc ça va faire la division entière, parce que sinon, ça va faire la division réelle, puis je vais me retrouver avec une décimale, puis ça va briser le reste de la boucle. Donc, divisé par 1000. Mettons qu'on regarde qu'est-ce que ça me donne. Moi, c'est quoi le nombre que j'ai mis ici? J'ai mis 12 340. Je vais me rajouter un autre truc ici. En fait, je vais utiliser le même exemple que j'ai fait là. Puis en plus, celui-là, j'ai un négatif, mais on va l'ignorer pour l'instant. Donc, mon résultat final, c'est la concaténation de la string de ma partie entière à la string de ma partie décimale. On va voir ce que ça me donne. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai oublié d'enlever les niaiseries que j'ai écrites là. OK, ça me donne 420 069. So far, so good. Il me manque le 1. Le 1, je veux l'afficher sans rien de particulier. Je ne veux pas mettre d'espace devant, je ne veux pas mettre de 0 devant. Fait que je vais juste le formater comme une string normale. Donc ici,
whole part str va être égal à str whole part. Fait que là, tout ce qui me reste une fois que je suis rendu à 1, ma partie entière n'est plus supérieure ou égale à 1000. Donc, je sais que je suis rendu dans mon dernier groupe de 3 chiffres parce qu'il n'en reste plus d'autres avant. Donc là, ben, je sors de la boucle puis je fais juste concaténer comme ça. Donc, avec un petit formatage rapide. Whole part plus whole part str comme ça. Puis là, ça marche. Presque. Qu'est-ce qui me manque? Mon signe de négation. Moi, j'ai dit dans l'exemple, il me semble que je vous ai donné un exemple négatif. Non, je vous ai donné un exemple positif. Ah, zut. En tout cas, on fait juste rajouter un moins devant s'il est négatif. Fait qu'ici, mettons return. Puis là, je peux le mettre directement dans mon return. C'est négatif dans le code. Ouais, le négatif est ici, non, mais je parle dans le README ici. Je n'ai pas pensé à vous montrer de quoi. C'est où qu'on met le moins s'il est négatif. On fait juste le coller avant. Parce qu'il y aurait plusieurs façons de le faire. Fait que, mettons, je rajoute un trait d'union avant tout le reste si mon nombre original, parce qu'on se rappelle que tous les trucs qu'on a fait ici, le whole part, decimal part, c'est tout en valeur absolue. Donc, si mon nombre est plus petit que 0, je rajoute un trait d'union devant. Else, ça. Je mets le tout en parenthèse parce que sinon, il n'est pas capable de parser comme il faut. En fait, le else, c'est pas nécessaire. Où est-ce qu'il est? Oups. Ah ouais, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier. Là, voyez-vous, j'ai rajouté ici un trait d'union. Fait que mettons que mon nombre était positif. Pas de trait d'union. Fait que c'était pas mal ça. Comme vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas difficile, c'est pas compliqué, il faut juste comme y penser. Puis ça va être souvent ça, les problèmes que vous allez devoir régler dans la vie, c'est que c'est pas nécessairement toujours si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut comme y penser, là. Surtout dans vos projets intégrateurs. On fait pas exprès de vous demander des affaires hyper compliquées, mais c'est comme si tu y penses pas ou si tu fais pas attention à ce que tu fais, tu vas peut-être passer à côté de la solution. C'est pas mal ça pour les exercices d'aujourd'hui. On a fait ça tout d'un coup, j'ai pas pris de pause parce que je savais que ça allait prendre une petite affaire de plus qu'une heure, mais probablement pas autant qu'une heure et demie. Fait que j'ai décidé de toutes les faire d'un coup. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. Je sais que moi, je commence à être écœuré de parler. Non, mais je parle du moins pour ça, là, ici, là, parce que j'aurais pu prendre une pause entre les deux, là, mais ça me tentait pas, là, honnêtement. Je voyais pas le but, là. Ici, c'était juste un réchauffement. Le dernier, il est un peu plus compliqué, dans le sens qu'il y a plus de lignes à écrire, mais il y a moins de manipulation mathématique ici. Ici, il y avait quand même un peu d'arithmétique à faire, puis à penser à notre chose. Dans le triangle, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Fait que je suis quand même un peu écœuré de parler. On va prendre une pause. On va revenir dans presque 10 minutes, là, donc mettons à 14h pile, et on va faire le dernier. Donc, si ça vous tente de l'essayer par vous-même pendant ce temps-là, essayez, mais ça se peut que vous ne soyez pas capable de résoudre ça en 10 minutes. Donc, on se revoit tout à l'heure.
Toujours, ça m'arrive à chaque fois. Donc, comme je disais, je vais faire le dernier numéro. Je vais passer un petit peu plus vite dessus que j'ai fait avec les deux autres parce que, ben, à un moment donné, vous commencez à comprendre le concept puis j'ai peut-être pas besoin d'expliquer autant, là. Je ne vais pas vous laisser du temps pour le faire. Là. Je commence tout de suite à le faire. Puis ça va être fini après ça. On devrait avoir fini d'ici 20 minutes. OK, le triangle. Je vais afficher un triangle fait avec des A, comme ça, et qui est encadré d'un rectangle fait de plus. Autrement dit, j'ai besoin d'un triangle fait avec un certain caractère, entouré d'une bordure faite d'un autre caractère. Puis mon triangle, il doit avoir cette forme-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné deux exemples. C'est pour que vous voyez c'est quoi la forme du triangle. J'ai dit un triangle isocèle, puis comment on le forme, c'est que on a une rangée, puis dans la rangée d'après, ben, on rajoute un caractère de chaque bord, puis ensuite on rajoute un autre caractère de chaque bord, puis ça fait un petit triangle. D'abord, si on regarde ici, la première ligne puis la dernière ligne, c'est les mêmes, donc c'est juste la bordure. Puis ensuite, pour chacune des rangées du triangle, on voit qu'on a une rangée de triangles, donc qui est les caractères A centrés avec des espaces autour, puis un plus de chaque bord. Donc, ça nous donne des indices sur comment on pourrait s'y prendre. Donc, je vais commencer par me faire ici des petites constantes. Hein, pour mon caractère de bordure et mon caractère de triangle. Parce que ça va rendre ça beaucoup plus facile à changer par la suite si je veux changer la forme, ou plutôt l'apparence de mon triangle. Triangle char. Puis là, j'avais dit qu'on mettait des A. Une chose que je pourrais faire, c'est calculer la largeur du triangle. Moi, ce que j'ai en paramètre, c'est la hauteur du triangle, le nombre de lignes. Puis à partir du nombre de lignes, je suis capable de calculer la largeur. Donc, ça pourrait être une première chose à faire. Ensuite, une fois que j'ai la largeur du triangle, ici, ça, ce serait la largeur du triangle. Donc, la largeur de la bordure totale, c'est la largeur du triangle plus 2, donc avec un autre caractère de chaque bord. Donc, une fois que j'ai la largeur de mon triangle, je suis capable de construire ma première et dernière ligne, qui sont juste des bordures. Donc, qui sont juste des bordures pleines. Ensuite, il faut que j'affiche le triangle. Donc, afficher le triangle. Afficher le triangle, qu'est-ce que ça implique? C'est, mettons, pour chaque ligne du triangle en partant du haut, c'est beaucoup plus facile de juste partir du haut dans ce cas-ci. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui ressemble à ça, plus ici quelque chose. Là. Ça, c'est ma ligne du triangle. Donc, ligne du triangle avec espace, plus mon autre caractère de bordure. Donc, comme ça. Fait que, mettons, dans le cas de l'exemple 2 ici, si je suis rendu à la deuxième ligne, ça, c'est les caractères du triangle. Donc, mes 3A, mettons, ce serait quelque chose comme... mon copier-coller ne marche pas super bien. Hein? Je vais le copier-coller d'ici directement. Ça va aller mieux. Comme ça. Et ainsi de suite pour les autres. Fait que la ligne d'après, mettons qu'on part du début, là, ça, ce serait ma première ligne. C'est pas si j'ai un triangle à 5. Ça serait ma deuxième ligne. Ça serait ma troisième ligne. Ce serait ma quatrième ligne.
Et ça serait ma 5e. Donc, vous voyez, à chaque ligne, on rajoute un caractère de chaque barre. Puis c'est quoi la taille qu'on a à la fin? Si j'ai 5 lignes, de chaque barre, je vais avoir 4 caractères. Donc, je vais avoir un caractère central et 4 de chaque barre. Si j'avais 4 lignes, j'aurais un caractère central, 3 de chaque barre, ainsi de suite. Donc, la taille, donc la largeur de mon triangle, finalement, c'est égal à 1 plus la hauteur moins 1. Ça, c'est ce que j'ai besoin de chaque barre, donc ça fois 2. Donc, on va mettre le 2 devant, c'est peut-être un peu plus clair. Fait que j'ai un caractère central et de chaque barre, j'ai la hauteur moins 1. Ça, c'est la largeur de mon triangle. Donc, ça, c'est quand je suis rendu à la fin puis j'ai plus d'espace à mettre. OK, fait que j'ai la largeur de mon triangle. La première et la dernière ligne, la bordure pleine, ben, c'est facile. Border row ou border line, peu importe, c'est mon caractère de bordure fois la taille du triangle. Donc, on se rappelle qu'en Python, vous l'avez vu dans vos notes ou vous l'avez vu sur Internet, quand on fait une string fois un nombre, ce que ça fait, c'est que ça concatène plusieurs instances de la string ensemble. Donc, si ma string, c'est plus, donc si je fais plus fois 5, ça va me donner une string de 5 plus. Puis moi, ma bordure, c'est la taille de mon triangle plus 2. Donc, c'est ce qui me donne ma bordure ici. OK. Maintenant, pour afficher le triangle, on va commencer par construire notre string de résultats. Puis la première ligne qu'on a en haut, c'est ici la bordure. Donc, on va commencer par se mettre une bordure. Et ensuite, pour chaque ligne du triangle, ben, pour chaque ligne du triangle, c'est pour i dans le range nombre de lignes. Puis là, ce que je veux, c'est result plus égal un retour de ligne. Il ne faut pas oublier notre retour de ligne. Hein, on va afficher ça sur plusieurs lignes. Donc, mon retour de ligne plus un plus quelque chose. Fait que ici, on va l'appeler, mettons, triangle line plus un autre plus ici. Donc, puis là, au lieu de mettre mes plus, ben, je vais mettre mon beau caractère que j'ai déjà fait pour être capable de le changer facilement. Ça aurait pu être un paramètre de la fonction, hein, le caractère de bordure et le caractère de triangle. C'est juste que là, pour simplifier, je les ai mis comme des constantes. Donc ça, ce serait mon résultat à la fin. Comment je construis ma ligne de triangle? Si on regarde ici, je sais que ça, c'est ma largeur. Donc, à la première ligne, j'ai un caractère. Donc, à la ligne 0, j'ai un caractère. À la ligne 2, j'ai le nombre de caractères que j'avais à la ligne 0, à la ligne 1. Là. Donc, ici, à la première ligne, j'ai un caractère, j'ai un A. À la deuxième, j'ai celle que j'avais d'avant, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, on voit que mon calcul ici est très similaire à celui que j'ai là. Donc là, le nombre de triangles dont j'ai besoin. Fait que si, mettons que je mets le nombre de caractères du triangle que j'ai besoin, c'est égal au même calcul que j'ai fait ici. Sauf que ici, au lieu d'être le nombre de lignes fois 2 plus 1, ben ici, ça va être mon i fois 2 plus 1. Donc, à la ligne 0, hein, la première ligne, j'ai besoin de 1 caractère. À la ligne 1, j'ai besoin de 3 caractères, donc 1 fois 2 plus 1, et ainsi de suite.
Puis ici, le 2, il prend le bord. Ça, c'est le nombre de caractères que j'ai besoin. OK. Ça me permet de faire une string qui va contenir les A. Donc, ce serait mon caractère de triangle fois le nombre de caractères de triangle que j'ai besoin. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 1 ici. J'ai mis le 1 ici directement. Puis en fait, mes parenthèses ici sont plus vraiment nécessaires. Là. Je peux les enlever. Ouais, oups, les caps, là, t'avais l'air particulièrement offensé que j'avais fait une erreur arithmétique dans ma ligne. Je me sentais mal là, pendant un moment. OK, donc ça, ici, Triangle Chars, ça va me donner une string qui a le bon nombre de A. Maintenant, ensuite, ce que je veux, c'est rajouter des espaces nécessaires de chaque côté. J'avais fait du foreshadowing avant. Hein, j'avais dit, dans les strings ici, là, il y a moyen de lui dire de l'aligner à droite, l'aligner à gauche ou de le centrer. Ben, c'est ça qu'on va faire. On va lui dire, je sais le nombre de caractères total que j'ai besoin sur une ligne. J'ai ma string que j'ai besoin d'afficher. Ben, prends cette string-là et centre-la dans ces caractères-là. Donc, je vais faire F ici. Triangle chars. Donc, ça, c'est la variable que je veux afficher. J'affiche. Tiens, on se rappelle c'est quoi l'ordre des choses. Je remplis avec des espaces. J'aligne au milieu. Nanana. Je mets ça sur le nombre de caractères total, donc la largeur du triangle. Puis ensuite, on s'en fout. Donc ici, espace, aligné au milieu. Donc on se rappelle, aligné au milieu, c'est avec le chapeau, ici. Donc, aligné au milieu, j'en ai besoin de combien? J'en ai besoin de la largeur du triangle. Puis c'est ça. Deuxième accolade. Donc, j'ai encore là une sous-expression dans mon expression de formatage. C'est bien correct de faire ça. C'est même encouragé. Puis ensuite, ben, j'ai mon border chart de chaque bord. Là, ici, c'est peut-être un peu verbeux. J'aurais pu mettre ça directement dans la string, mais mettons, conceptuellement, ça nous explique qu'est-ce qui se passe. OK. Fait que là, ce que je fais, c'est que je fais ma première ligne. Donc, je vais avoir ici ma première ligne. Ensuite, je fais... Ouais, moi aussi, d'habitude, je la ferais avec 2 lignes. Là. Mettons que il y aurait moyen de la faire sur une ligne, là, mais honnêtement, ça va juste faire une ligne donc de même. Il n'y a pas de... Je sais que c'est tentant de penser que notre code est meilleur parce qu'il y a moins de lignes, comme s'il était plus efficace, mais si votre ligne est tellement dense qu'elle est juste dure à lire, c'est peut-être mieux de la séparer sur plusieurs lignes. Tu sais, ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes éléments de calcul par morceaux et je les ai mis dans une variable qui a un nom significatif. Donc, plutôt que d'avoir une grosse ligne, parce que je sais qu'en maths, tu sais, en maths, on utilise tout le temps des variables de une lettre, puis on fait ça sur des grosses lignes qui n'ont pas de sens, là. Mais en programmation, on essaie de rendre ça lisible. Donc, j'ai séparé chacun des éléments de calcul puis des éléments de traitement et dont j'ai mis le résultat dans une variable avec un nom significatif. C'est peut-être une meilleure idée. Mais ouais, clairement que ces 2 lignes-là ici sont faciles à mettre ensemble et que ces 2 lignes-là ici sont très faciles à mettre ensemble. Mais on va les garder comme ça parce que c'est un peu plus verbeux. Donc, oui, donc c'est ça où on était rendu. On a mis notre première bordure. On a fait notre triangle au complet. Tout ce qui nous reste, c'est à mettre la deuxième bordure, celle d'en dessous. Donc, ce serait result plus égal. Là, ici, on avait mis nos retours de ligne avant de mettre la ligne. Fait qu'on va encore là mettre notre retour de ligne avant de mettre la ligne. Plus une ligne de bordure. Donc, ici, on voit que j'ai mis ma bordure dans une variable et j'ai réutilisé la variable 2 fois pour ne pas avoir à répéter cette opération-là et avoir de la répétition de code.
Puis ensuite, ben, je fais juste retourner le résultat. Si je voulais combiner des affaires ensemble, ici, je pourrais mettre ça là. Ici, je pourrais mettre ça de même. Avec un petit retour de ligne avant. Le retour de ligne, je préfère le mettre tout seul avec un plus plutôt que de le mettre directement parce que les retours de ligne, c'est comme le fun de les séparer du contenu. Mais ça, c'est vraiment juste une préférence personnelle. C'est une vieille habitude que j'ai. Et comme ça. Puis ici, ben, ce serait tout simplement result plus égale ça. Maintenant, est-ce que ça, c'est plus clair que ce l'était il y a 30 secondes? Je ne suis pas convaincu. Ça prend moins de place, mais je ne suis pas convaincu que c'est plus clair. Mais c'est pas trop confus. Fait qu'on va le laisser comme ça. J'ai probablement fait un typo en quelque part. Ouais, c'est ça. Only concatenate string. Ah, ici. Petite parenthèse. Et voilà. OK. Donc ici, j'avais fait... ici, j'ai essayé de faire ma multiplication, mais j'ai oublié de mettre mes parenthèses. Et voilà. Ben là, ça marche. Fait que si je regarde le résultat... Donc moi, je disais avec 2 lignes. Donc j'ai mon triangle ici à 2 lignes. Puis ensuite, ici, j'ai mon triangle à 5 lignes. Est-ce que ça passe les tests maintenant? En théorie, oui. Parce que... non, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ah, je pense que j'ai un affichage ici qui ne marche pas. C'est probablement juste une question d'espace. Mais bon, vous comprenez le principe, là. Si je prenais 5 minutes de plus, je pourrais régler ça, là, mais je vais le régler avant de le pousser. Puis c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ah ouais, c'est bon. Tu peux poser une question sur le projet, ça ne me dérange pas. Ah, les critères d'évaluation, on va vous les donner cette semaine, là, mais ça va pas. Pour le projet 1, on va être gentil. Là, fait que les critères, ça va être genre. Ça va être comme on corrigerait une question d'examen. C'est-à-dire, on va pas trop faire attention à comment vous avez écrit votre code. Puis s'il y a des erreurs, ça va pas être genre. Vous avez tout bon, vous avez tout mauvais à cause que vous avez des erreurs. On sait qu'il y a eu bien des problèmes techniques. Fait qu'on va être très gentil dans le barème. Là. Faites-vous-en pas trop avec ça. Mais ouais, on va essayer de vous en donner un cette semaine. Là. Bientôt. Ben, faites juste écrire votre code du mieux que vous pouvez, là, puis ça risque d'être ça. On va être moins rigoureux que dans les TP, mettons. Est-ce que les autres projets vont être aussi courts? Non. Ils vont être un petit peu plus longs parce que ça, c'était le premier projet que vous avez commencé comme ça en début de session sans trop savoir. Tu sais, vous avez eu peut-être un TP, puis
On l'a fait court, on l'a fait gentil, mais non, les autres vont être un peu plus compliqués. Ça va être moins difficile qu'un TP parce que c'est quand même un travail individuel, tandis qu'un TP, c'est quand même un travail à deux. Mais pas aussi facile que les quiz, mettons. Fait que, mettons, à mi-chemin entre le projet 1 que vous venez de faire puis un TP. Mettons. C'est pour vérifier c'est pour vérifier votre maîtrise individuelle de la chose. Ah, c'est ça le problème. Ouais, fait que je l'ai trouvé vite, là, mon problème, ici. Fait que voyez-vous, là, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre des zéros pour le nombre de... Tu sais, mettons que j'ai besoin d'afficher... Ça, je le fais rapidement avec vous, là. Ce que j'avais besoin d'afficher, c'était, mettons, ça, donc 0.0222 sur 3 caractères. Donc, ce que ça devrait me donner, c'est 0.022, 0.022 comme ça. Or, moi, ce que je faisais, c'est que je disais, on fait fois, dans ce cas-ci, ce serait fois 1000. Fait que ça nous donnerait, fait que ça, fois 1000, ça me donne 22.2. Mais moi, en réalité, ce que je veux, c'est un 0 ici. Fait que j'ai juste oublié d'ajouter les zéros. Il y aurait moyen de juste prendre la représentation en string, puis de dire... Oh, fine, je peux bien le faire. Là. Je vais le faire. Là, ce que je vais faire, c'est... Je prends ma représentation en string de ma partie décimale. Donc, potentiellement qu'il manque des zéros devant. Il ne va pas manquer de zéros derrière, là, mais il pourrait manquer des zéros devant. J'ajoute mon point. Puis là, je vais faire à la main ajouter des zéros. Donc ici, ce serait... moi, je sais que j'ai besoin de 4 décimales. Fait que ce serait, mettons, 0 fois le nombre de décimales dont j'ai besoin, moins la taille de la string. Donc, s'il manquait des zéros devant, ça devrait régler le problème. Et le tout, bien sûr, plus la string décimale elle-même. On voit si ça marche. Ici, je vais me rajouter un 0. OK, c'est beau. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on écrit des tests. Parce que même quand on est persuadé que notre affaire fonctionne, si on n'écrit pas de tests dans lesquels on teste des cas extrêmes ou on teste des cas typiques, on va passer par-dessus des erreurs comme ça. Donc, quand j'ai écrit mes exercices en fin de semaine, j'avais pensé à l'en mettre dans lesquels on testait justement ce cas-là. Fait qu'ici, si je réexécute mes tests, il manque peut-être encore quelque chose, mais... Ouais, mon format number, maintenant, il fonctionne. Puis maintenant, je sais pas... Bon, là, il manque quelque chose dans l'autre. Je suis sûr que c'est juste une question de nombre d'espaces. Ah! J'ai fait un typo. Dans le README, ici, ce que je vous dis de mettre un... Non, je ne mets pas de trait d'union. Donc ici, j'ai mis un trait d'union quand je n'avais pas d'affaire d'en mettre un. OK, c'est beau. Oui, excusez-moi, je pense qu'il y a une question qui traîne depuis longtemps. La remise va se faire sur GitHub pour le projet 1. Donc, directement, si vous avez réussi à accepter le devoir, là, donc à travers GitHub Classroom, tout ça, vous n'avez pas besoin de le remettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dernier commit qui a été fait avant la date de remise. Puis ça va être ça. Si vous n'avez pas réussi à écrire, puis vous allez dû le cloner dans votre compte personnel, ben on va s'arranger. Faites juste nous envoyer un lien, puis on va tout mettre ça ensemble après. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, le cours tire à sa fin. Là, on a fini. Fait que je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais attendre 2-3 minutes, juste voir s'il n'y a pas d'autres mondes qui ont des questions, mais
Sinon, on a fini. Je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais prendre ce code-là et je vais le mettre dans... En fait, je peux faire ça tout de suite. Ici, je vais le prendre. Je vais le mettre dans exercice version prof. Je vais le commit. Donc ça ici, je ne le commit pas. Ça ici, je ne le commit pas non plus. Est-ce que c'est normal que j'ai quelque chose de l'ordre de 2000 mm? Ah, je sais vraiment pas. Là, je connais pas les nombres par cœur. Il faudrait que je regarde ça. Je sais pas c'est quoi les bonnes réponses par cœur. Mais oui, faites attention à vos unités. Parce que typiquement, on va donner des trucs en millimètres, mais généralement, les calculs, on les fait en mètres pour utiliser le système international. Fait que n'oubliez pas de convertir vos unités. Parce que sinon, vous allez devoir traîner des facteurs de conversion pendant tous vos calculs, puis c'est jamais le fun. Le raccourci, ça dépend de l'éditeur. J'imagine que tu parles dans PyCharm. Me semble que c'est CTRL/, j'ai envie de dire, dans PyCharm. Ouais. Dans Visual Studio, c'est CTRL+C. Mais j'ai envie de... Google. Honnêtement, juste Google. Typiquement, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes ce que tu as envie de mettre en commentaire et tu fais le raccourci clavier. Fait que, mettons, dans Visual Studio, c'est CTRL+C. Dans PyCharm, c'est probablement CTRL/. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui dit CTRL/. Et maintenant, je vais aller mettre ça à jour. Je pense que j'ai fait mon push, n'est-ce pas? Si je regarde, non, pas celui-là. Exercice version prof. Oui, il y a tout dedans. OK, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vos repos à jour avec mes réponses. Update student repos. Puis encore là, on espère que j'ai rien cassé, mais cette fois-ci, j'ai fait attention. Et ça devrait être fait dans 5-10 minutes. Donc, sur ce, merci à tous d'être là. On se revoit jeudi. On va faire des exercices plus sur les if et les for, puis comment construire des listes. Je vais faire des exemples de construction de listes avec des for imbriqués directement, puis des if, etc. Puis ça va être pas mal ça. La semaine prochaine, on va rentrer dans des choses peut-être un peu plus utiles. Donc sur ce, bonne semaine à tout le monde. Bonne chance pour le reste. Je ne sais pas si vous commencez déjà à avoir des examens, mais si c'est le cas, bonne chance. Et on se revoit jeudi.